Bienvenue dans Femmes Palabres. Je suis Shakti Kalipan. Je suis assise à mon bureau et je vous imagine en train de m'écouter dans votre voiture, dans le métro, dans le bus peut-être. Ou bien vous êtes chez vous ou en train de vous promener. En tout cas, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Le concept est simple. Une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnel que professionnel. Sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai créé Femmes Palabres ? Parce que la vie est rarement une autoroute. Et ce qui la rend si intéressante à mes yeux, ce sont ces chemins que l'on choisit. Nos détours, nos impasses, nos raccourcis parfois. Cette route, elle est unique à chacune d'entre nous. Et je suis vraiment curieuse de connaître ces chemins de votre paysage intérieur. Alors, Femmes Palabres, parce que j'ai envie de m'entourer de femmes. D'écouter leurs choix, leurs doutes, leurs audaces. Parce que j'ai envie de leur donner la liberté de parler d'elles et qu'elles puissent se dire avec leurs propres mots. Parce que je pense aussi qu'il faut créer un espace pour que d'autres récits puissent émerger. D'autres manières d'être des femmes. Pour qu'on arrête de parler de nous à notre place. Parce que je crois aussi que nos histoires singulières disent quelque chose de profond sur la société dans laquelle nous vivons. Et puis, Femmes Palabres, finalement, parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Daniela Bastien. C'est parti! Daniela, tu es ma première invitée. Je t'ai choisie parce que on se connaît depuis assez longtemps maintenant. Beaucoup d'années, oui. Beaucoup d'années, on a arrêté de compter. Et quand j'ai pensé à une femme palabre, Merci. C'est-à-dire une femme qui m'inspire, qui m'intrigue, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? J'ai pensé à toi parce que tu me fais l'effet d'une femme qui a refusé de choisir. Et ça m'intéresse de comprendre comment on crée un parcours de vie, un parcours professionnel. Est-ce qu'il y a même un parcours professionnel ou il y en a plusieurs ? Est-ce que c'est un seul chemin ? Est-ce que c'est plusieurs routes ? Mais quand je te regarde, je vois cette femme qui est une artiste, qui est une professionnelle, qui est aussi en politique, qui est une mère de famille, qui est une amie, qui est une penseuse. Je me dis, en fait, elle n'a pas voulu choisir. Oui. Donc voilà pourquoi tu es ma première invitée aujourd'hui. Je suis extrêmement contente d'être la première invitée et puis de lancer surtout cette chaîne de conversation avec des femmes. Et alors, je pense que tu as bien dit, j'ai refusé de choisir. C'est la première fois que j'entends ça. Parce que souvent, on me dit que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et c'est la première fois que j'entends ça de l'autre manière. C'est-à-dire que parce que j'ai refusé de choisir une voie. Alors que les successful persons, d'après le super livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, qui a été le livre de chevet de beaucoup de personnes richissimes dans le monde. Et il y a un chapitre où on dit les successful persons financièrement, ce sont des personnes qui ont choisi une voie depuis le départ et qui foncent dedans et qui restent dedans et qui se perfectionnent et qui sont dans une seule voie et se perfectionnent et deviennent master leur cheminement, quoi. Alors que, donc ça c'est la notion de succès d'un point de vue financier. Et moi, j'ai
jamais voulu choisir parce que je pense que je ne sais pas choisir. Je crois que je ne sais pas choisir. C'est-à-dire, tu ne sais pas choisir dans le sens où tu n'as pas envie de te fermer des portes, ou bien parce que tu ne sais pas dire non, ou bien parce que tu te dis que mais tout mérite d'être vécu. Et, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas choisir? Parce que c'est le choix. Je ne sais pas choisir parce que récemment, j'ai fait une expérience assez particulière. J'ai essayé de réfléchir à mon premier souvenir. OK. Mon premier souvenir, en général, ça tourne autour de 3 ans, et entre 3 ans et 4 ans. Et moi, ça a 3 ans et demi. Le plus loin que je peux aller, c'est... en fait, ça a été... Depuis des années, je suis en train de penser à c'est quoi son premier souvenir. Et récemment, j'ai vu, en fait, mon premier souvenir, c'était le jour de la mort de mon grand-père maternel. Et ma mère, j'avais 3 ans et demi. Et je ferme mes yeux là, je vois la scène. C'est la première chose qui s'est imprimée dans ma tête, quoi. Et donc, c'est un premier souvenir de mort, de fin de vie. Et je vois encore mon grand-père maternel est mort dans les bras de ma mère. Donc, je vois la scène, donc ça m'a marqué. Et étant enfant, à deux reprises, notamment à 5 ans et à 8 ans, à 5 ans, ma mère a failli mourir d'une fièvre rhumatismale, pardon. Et mon père était tombé dans le coma avec un choc électrique quand j'avais 8 ans. Donc, je crois que 3 ans et demi, 5 ans, 8 ans. Et ensuite à 10 ans, il y a un 25 décembre, il y a une pote en métal qui tombe sur les jambes de mon petit frère. Et voilà. Donc, je pense que petite, j'étais confrontée à la perte, ou à la potentielle perte de gens qui me sont proches. Et je crois que ça m'a donné une niaque de vivre et de me dire, tous ceux que j'aime peuvent partir n'importe quand, et donc je ne peux compter que sur moi-même. Et donc, qui arrive à l'âge adulte avec tout ce qui s'appelle les trust issues, etc. Parce que, at the end, comme si, in fine, j'ai du mal à faire confiance à n'importe qui. Donc, et ce sentiment de pouvoir perdre la vie, en fait, m'a amené à vouloir explorer tout ce qu'il y a. Et ça commence avec, depuis jeune. À 13 ans, au lieu d'aller flirter à la gare de Roseville, je traversais la rue, j'allais dans les syndicats où j'attendais mon père, et je discutais avec les syndicalistes. Et je découvre la chose politique. J'ai la conscience politique. En même temps, j'apprends à jouer à la ravane au sein du groupe Abin. J'ai 15 ans. Donc, il y a d'autres notions qui viennent à ce moment-là. Il y a la notion de transmission qui arrive. Il y a la notion de... parce que j'ai toujours été entourée d'un monde d'adultes. J'ai jamais été en discothèque. La première fois que j'étais en discothèque, je crois que j'avais 23 ans et j'étais à la fac et j'ai détesté. Et jusqu'à maintenant, je déteste. J'ai détesté voir les gens sauter dans tous les sens et danser. Je me suis jamais sentie proche des jeunes qui vont dans les discothèques. Parce que j'ai jamais connu ça. C'est pas bien ou pas, mais j'ai pas connu ce moment-là de l'adolescence parce que j'ai toujours été entourée d'adultes. Toujours. J'ai eu très, très peu dans mon adolescence, j'ai eu très, très peu d'interactions avec des jeunes de mon âge. Et à un moment donné, j'avais même des clashs avec ma mère parce que je m'habillais comme les femmes du mouvement Libération Femmes. Elles étaient habillées comment?
avec des longues jupes. Ah, je vois, un peu en mousseline, j'ai encore ces jupes, avec des quotas, avec des châles que j'ai toujours jusqu'à maintenant, avec des grandes chaînes, des grosses boucles d'oreilles. Et donc, moi, j'avais pas on m'avait pas pincé les oreilles étant enfant, donc... J'avais des clip-ons? Non, j'avais des chaînes, mais énormes, quoi, qui tenaient comme ça, là. Des chaînes et des châles, des longues jupes, tout le temps des savates. Oui, et ma mère me disait, habille-toi comme une jeune fille de 17 ans. Tu fréquentes trop ces vieilles neurasthéniques, trop féministes. Qu'est-ce que c'est, trop féministe? Et j'ai pas changé. Donc, j'étais entourée d'adultes. Ah, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, justement, on n'a pas l'impression que finalement, enfin, j'ai pas l'impression que tu aies changé tant que ça depuis tes 17 ans. Non, j'ai pas changé. En fait, je suis comme je suis depuis que j'ai 13, 14 ans. Depuis que j'ai rencontré des syndicalistes, appris à jouer à la ravane et depuis que j'ai découvert aussi la poésie qui peut se dégager de notre langue maternelle, du créole mauricien. Et j'ai pas changé. Fondamentalement, j'ai pas changé. Et qu'est-ce qui, tu penses, t'a mis sur ce chemin-là? Parce que je me dis que la vie est courte et que je peux mourir à n'importe quel moment, que la vie peut s'arrêter brutalement. Et je crois que ça, c'est un inner contract que j'ai dû faire avec moi à 5 ans ou à 8 ans, ou à ces moments où j'ai failli perdre soit ma mère, soit mon père. Et c'est un contrat peut-être que j'ai fait avec moi-même. Que ça peut finir vite et brutalement. Et que donc il faut prendre tout ce que la vie a à te donner. Et ne pas avoir peur aussi. Je crois que la peur... Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Je crois que la peur, en fait, c'est une source de motivation parce que c'est la peur de ne plus pouvoir faire. Donc, quand tu as l'occasion d'en faire, ben, tu en fais. Peut-être trop, peut-être pas assez, mais tu en fais, quoi. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Pour moi, quand j'ai peur, ou quand j'ai le trac, ou quand, tu sais, là, il y a ce truc dans tes intestins qui, voilà, codé, ventre codé. C'est là où I thrive in chaos, quoi. Et que j'ai peur et que... et c'est ça qui fait que... Mais j'aime tout ce que je fais. C'est pas que je le fais à moitié. Et d'où, depuis mon adolescence, mon énorme souci à dormir. Oui, c'est ça. Tu dors très peu. Je dors très, très peu. C'est vrai. C'est comme ça depuis 30 ans, quoi. Et je me rappelle, j'avais 14, 15 ans. Je marchais dans la maison. La maison n'était pas grande, donc on m'entendait. Tout le monde m'entendait quand je marchais. Et je me parlais, quoi. Et je me rappelle un jour, mon père s'est réveillé. Il m'a dit, tu sais quoi, il faut que tu utilises correctement ces moments de sommeil. Et que tu demandes où tu n'as pas sommeil. Assieds-toi, écris, lis. On n'avait pas Internet, on est en 92, 93, là. S'il y avait Internet, s'il y avait Facebook, s'il y avait les smartphones, j'aurais appris tellement de choses sur YouTube, les tutoriels de machin. Mais non, il n'y avait pas ça. Peut-être tu aurais scroll aimlessly. Aimlessly, oui, peut-être. Donc, je me rappelle avoir demandé à Jacques Pislal des livres à lire. Et puis, parce que les livres qu'il y avait à Charles Baudelaire, pour mon âge, c'était quand même, je sais pas, la Bibliothèque Rose, tout ça, je ne pouvais plus. Et donc, mon père m'avait dit, cherche des livres, lis, écris tout ce qui se passe par ta tête. D'où le début, c'est le début de mes centaines maintenant de journaux,
J'ai des cahiers énormes de toutes mes pensées. Et que je commençais à lire aussi. Et donc, je peux passer quand même une nuit à lire si je n'ai pas sommeil. Et je sais que à un moment donné, si je dors très peu, 3 jours à la suite, le 4e soir, je peux dormir 12 heures. C'est-à-dire que c'est pas que je suis insomniaque et que je fais mal à mon corps, c'est que je respecte au contraire mon cycle et que je sais qu'à un moment donné, il se peut que j'ai des week-ends où j'éteins tout. J'envoie ma fille chez mes parents et je reste à l'intérieur, je ferme tout, je donne à manger au chien et je dors. Voilà. Mais quand je dors pas, je fais des choses qui sont... je crée beaucoup, j'écris, je crée et j'écris. Ouais. Et je rêve, quoi. Je rêve éveillée. Je rêve à des... je rêve à tellement de choses. Quoi, tu t'assois dans ton salon? Oui, dans le noir. Ouais. Et j'adore, c'est mon activité préférée chaque thé. Tu te mets là et tu regardes le mur et juste tu penses? Oui. Oui, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de livre, je suis juste assise dans le noir. J'aime bien parce que quand il y a la lumière, il y a les lézards, tu les vois. Je déteste. Je ne peux plus voir les lézards, donc là, je ne les vois pas. Et je peux m'asseoir 4 heures, 5 heures. Là, juste là, j'ai ma bouteille d'eau et je suis juste en train de m'adonner à des rêveries. Voilà, j'adore. Ça aussi, ça crée, je pense, un équilibre dans la vie réelle, la vie concrète, où il faut deliver, où il faut travailler. Donc, j'ai ces moments la nuit, parce que le calme de la nuit est tellement apaisant, quoi. Ça pose. Et ça pose tes pensées. Mais de l'autre côté, je peux aussi aller dans tous les sens. Je perds parfois le sens des réalités et des besoins réels. Mais il y a des personnes autour de moi qui arrivent à me dire « Hé, n'oublie pas que tu as ça à faire. » Donc, ça arrive. Voilà. Alors, tu as choisi plusieurs mots aujourd'hui et c'est vrai qu'il y en a que tu as déjà utilisés, même juste en parlant comme ça. Mais ces besoins dont tu parles, de la vie réelle, de la vie concrète, tu as choisi, enfin, c'est pas vraiment toi qui as choisi, c'est moi qui ai choisi pour toi, le mot adulte. Mais peut-être parce que aussi quand on s'est rencontrés, on était, allons dire gentiment des jeunes adultes. Ouais. Mais bon, on était un peu des puppies. Oui. Et ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu es devenue une adulte entre-temps? Et est-ce que... À bientôt 42 ans, j'ai encore beaucoup de mal parce que des fois, quand je vois des appels à contribution, des trucs artistiques, je dis « You, c'est super sympa! » Et puis je regarde âge 18-25. Moi aussi, j'ai vu un truc là sur les jeunes, là, c'était jusqu'à 30. Je dis, oui! Et je me dis, mais je veux! Ok, je suis plus jeune, quoi. Et puis, j'ai des claques comme ça en ce moment où je rencontre des jeunes femmes qui sont justement dans la vingtaine ou début trentaine, avec qui j'ai des discussions extraordinaires. Et à un moment donné, la femme en question me dit « Mais tu sais, j'aurais adoré que dans 10 ans, je sois comme toi, quoi. » Aïe! Je vais être toi quand je grandis. Oui, comme si je me dis « Ah ben non, on est en train comme si de discuter en one-to-one, là. On est en train de discuter comme pire. » Ouais. Dans ma tête, c'était ça. Et non, comme si je me vois dans 10 ans en train d'avoir les mêmes challenges que toi.
Et là, tu deviens... Je ne crois pas que c'est une décision d'être adulte. C'est les conditions autour de toi font que tu te dis, OK, je suis adulte. Je ne crois pas que c'est un choix. C'est ça, je crois que c'est... On se rend compte à un moment donné que, en fait, c'est arrivé, ça y est. Ça y est. OK, tu as des cheveux blancs, beaucoup, d'un coup, qui arrivent. Et puis, tu as des douleurs que tu n'avais pas avant. Et tu te dis, j'ai des... Mais adulte ne veut pas forcément dire vieux, hein? Exactement. Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, à chaque fois que j'entendais adulte, justement, c'est que j'ai des douleurs. Et pour moi, c'était lié à vieux. Et je crois que quand je serai vieux, parce que dans ma tête, c'est lié à vieux adulte. Ouais. Sinon, je veux prendre la vie comme... Je sais pas, je cours dans la prairie et que je regarde les papillons et les formes dans les nuages. Oui, mais qu'est-ce qu'être adulte, Shakti? C'est de pouvoir prendre des décisions. J'ai un enfant. Est-ce que le fait que j'ai un enfant qui a 9 ans, je suis femme, chef de famille, donc je gère tout ça, je gère la maisonnée. Est-ce que de facto, je suis adulte. De facto. Si on donne comme définition, être adulte, c'est savoir prendre des responsabilités. Mais est-ce que être adulte, savoir prendre des responsabilités, veut dire ne pas se donner le temps et l'espace pour faire des choses qui nous ont toujours plu ou faire des choses qui sortent des sentiers battus? Est-ce que être adulte, c'est oublier ses rêves d'enfant? Mais dans ce cas-là, toi, tu n'as pas l'air d'avoir oublié tes rêves d'enfant ou en tout cas ton envie de découverte ou de curiosité ou de te donner des nouveaux challenges. Oui. La notion d'adulte, je crois que ça me fait peur, quoi. Ça me... non, ça me... Comme si j'ai l'impression que ça me bloque. Ça me bloquerait si je pense... OK, à partir de maintenant, il faut que je sois adulte dans le sens de... Parce que les responsabilités, je les prends. Je gère ma famille, quoi. Mais je veux pas que ça devienne mon identité, c'est-à-dire que... voilà, Daniela Bastien, c'est quelqu'un qui est sérieuse, qui... Je sais pas, même si toutes les définitions que l'on donne à adulte, en fait. Oui. Je veux pas me sentir bloquée dedans. Et pourtant, c'est étrange que tu dises ça parce que justement, tu commençais en disant à quel point quand tu étais adolescente, tu as été entourée d'adultes. Oui, donc justement. Adulte ne faut pas forcément dire, comme tu dis, boring, sérieux, etc. Puisque ce sont ces mêmes adultes qui t'ont permis d'ouvrir des portes et qui t'ont donné des opportunités de créer ton propre chemin, tu vois. Donc alors, peut-être tu es cet adulte pour d'autres personnes. C'est intéressant comme relais. Ben en fait, quand je disais j'étais entourée d'adultes, c'était les adultes, entre guillemets, comme je suis maintenant. C'est ça. C'est pas des adultes comme on en voit, comme on en voit, quoi. Avec la vie bien carrée. Oui, je pense que je suis devenue une adulte, entre guillemets, comme ceux avec qui j'ai grandi. Oui, j'ai grandi. Est-ce que justement, alors, ça m'emmène à un autre mot aussi, qui est le mot transmission, puisque ces adultes qui ont été importants dans ta vie t'ont transmis des choses. Et toi, tu parles de ces jeunes femmes que tu rencontres et qui te voient comme une passeuse aussi.
Donc cette transmission, elle est, tu vois, c'est un peu comme tu aurais un bâton de relais. Oui, la transmission est fondamentale en fait, parce que fondamentale dans ma vie. Tout ce que... si on ne transmet plus, on perd un pan de l'humanité. Si on ne transmet pas une culture, une langue, des pratiques, des expressions, des modes de vie, un savoir-être, etc. Si on ne transmet pas, ben, l'humanité ne sera plus ne sera pas ce qu'elle devrait être. Et être un maillon d'une chaîne, je ne sais pas de quoi, hein, mais se sentir être un maillon, pour moi, est important. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu comme connaissance, tout ce qu'on m'a transmis, je me suis donné ça comme objectif, quoi, de passer, de ne pas tout garder pour moi, de ne pas m'asseoir dans mon petit confort et de me dire oui, tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça, et puis tu donnes au compte-gouttes. Non. Pour moi, en fait, c'est super important je crois que c'est pour ça que j'ai choisi le métier de prof. C'est pas juste transmettre pour transmettre, c'est accompagner à l'acquisition de quelque chose. Je peux très bien montrer à X, Y, Z, par exemple, comment on joue à la ravane. Mais dans la manière de montrer, de transmettre les positions, comment tu vas taper, où tu vas taper, dans la manière de le faire, tu vas demander à la personne qu'est-ce que c'est en train de t'apporter là quand tu tiens ça comme ça. Comment tu sens ton corps? Et ça va un peu plus loin que transmettre. Transmettre, je te transmets une information, mais accompagner, c'est te demander qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit, par exemple. Donc, souvent, la transmission, on a en tête, c'est justement un bâton que l'on te donne. Après, il était que tu peux faire un bâton là, toi. Alors que quand on te donne le bâton et on est en train de te dire, tu sais, ce bâton-là sort d'où? Et que quand tu vas passer ça à l'autre, il faut que tu racontes l'histoire du bâton. Et ça, c'est comme ça que je vois la transmission. Que ce soit la transmission des pratiques culturelles, la transmission de l'histoire politique aussi, parce qu'on peut faire la liste de tous les combats politiques de ce pays, mais si on n'explique pas dans quel contexte, quel était le contexte de l'époque, qui étaient ces personnes, quelles étaient leurs histoires, quelle était la position de Maurice dans le monde, dans la région, à ce moment-là dans l'histoire. Enfin, il n'y a pas... Pour moi, quand je pense à transmission, ce n'est pas juste ce bâton, c'est tout ce qui vient avec ce bâton. Et que finalement, c'est comme quand tu fais ton test ADN, quand tu as les résultats et que tu vois comme si l'étendue, et tu dis, waouh, je porte tout ça en moi là. Dans mon ADN, il y a des voyageurs, ils ont voyagé tout ça depuis des millénaires, quoi. Et que je porte ça en moi. Ouf. Tu vois? C'est que inconsciemment, oui, je porte le bâton parce que je suis là. Mais ce bâton-là, c'est la somme de toute cette histoire-là, quoi. Donc, comment je raconte cette histoire-là maintenant? Comment transmettre? Ah, c'est intéressant parce que tu dis, tu portes le bâton. Mais moi,
qui donc ne suis pas toi, quand je te regarde, je me dis peut-être tu es devenu un bâton aussi. Dans le sens où ce que tu es en tant que femme, en tant que personne, en tant que personne ayant plusieurs identités, tu deviens aussi un personnage qui existe et qui donc on se dit ah mais on peut être ça. Donc tu vois, tu deviens un peu un bâton toi-même qui peut être. Je dis ah waouh, ok, si j'avais disons je sais pas 21 ans, je me dirais ah waouh, Daniela Bastien, et c'est possible d'être cette personne. Plus tu deviens ça presque... me met la pression quand je pense. Je refuse de penser à ça parce que ça me met une pression énorme. Mais c'est normal que toi, tu ne penses pas à ça. Toi, tu es toi. Ouais. Mais les gens qui te regardent, ils se disent il y a une possibilité de vie, de choix, d'être qui est plus que justement, on parlait de cet adulte carré qu'on connaît et qui peut-être peut repousser certaines personnes. Ils se disent non, moi je veux surtout pas une vie comme ça. On se dit elle a une autre vie est possible. Ouais. Oui. Le fait d'être peut-être d'avoir fait les choix, enfin d'avoir cette vie-là, peut-être, oui, ça peut inspirer d'autres. Mais c'est possible, en fait, à n'importe qui. Je crois que c'est une question de... Non, c'est facile à dire. Ouais, c'est facile à dire parce qu'il y a beaucoup de moments de doute. Je crois que c'est facile à dire, oui, je peux être comme elle, comme XY. Mais il y a des gros moments d'angoisse et de doute. C'est comme j'ai lu, j'ai vu passer quelque chose en montrant un arbre, en disant que aussi grand, et c'est tellement vrai, ça a résonné en moi, aussi grand est l'arbre, c'est-à-dire avec des grandes branches, des feuilles, etc. Aussi profondes sont les racines, c'est-à-dire qui ne sont pas vues, voilà, aussi profondes sont les racines. Et je crois que plus tu es quelqu'un de visible sur beaucoup de plateformes, que justement les gens peuvent dire ouais, je peux choisir d'avoir une vie comme elle. Et plus les racines sont profondes, c'est-à-dire les angoisses, les moments de doute, le imposter syndrome, les gros moments de se dire, mais justement, sois adulte. Fais un plan là, ouvre une fiche Excel et décide d'être adulte. Et puis, oui, il y a des gros moments, mais je crois que ce qui est le plus fort, c'est justement la brise dans les branches et dans les feuilles. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens de ces moments de doute? Qu'est-ce qui t'aide à sortir de ce doute ou à répondre à la question ou à calmer l'angoisse pour dépasser ça et avancer? J'écoute les voix dans ma tête. Qu'est-ce qu'elles te disent? J'écoute la conversation. J'écoute, c'est comme si je me démultiplie dans ma tête et j'écoute la conversation qui se déroule. Ça a l'air comme si les gens qui vont écouter ce podcast là vont se dire elle a une pathologie mentale. Non. C'est que pour me calmer, ça aussi, c'est depuis l'enfance, pour me calmer, je me mets à avoir des conversations avec les multiples moi dans ma tête. Et puis, je viens à la raison, entre 10 000 guillemets, je viens à la raison. Ça change, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je reviens normal. Qu'est-ce que c'est normal? Je ne sais pas non plus. Mais les angoisses disparaissent. Ou
ce sont les moments où je peux m'asseoir pendant 5 heures et réfléchir. Donc, c'est quand même proportionnel, c'est-à-dire toute la partie visible et toute la partie, justement, qui n'est pas visible. Et que tu te sens fragile. Tu te sens fragile parce que il y a des personnes les hommes surtout, qui viennent discuter avec toi et qui je vis ça quand même depuis un peu d'années là, et qui ne voient pas une femme en toi, et qui est en train de voir un homme en fait, et qui avoir des discussions d'un point de vue masculin, et je sens où des personnes et ça, moi, ça me met dans des situations comme si d'angoisse, c'est-à-dire où je me pose une question identitaire, quoi. Identitaire dans le sens, est-ce que j'ai tellement grandi dans dans des milieux majoritairement masculins, que finalement, j'ai des comportements et un mode de réflexion masculin. Ça peut me mettre dans des angoisses terribles, ça. Et puis, j'arrive à trouver le juste milieu. J'arrive à avoir ma réflexion sur le patriarcat, etc. Sur la nouvelle vague qui est féministe et tout le truc, quoi. Mais j'ai de gros moments d'angoisse, mais c'est souvent le miroir, quoi. C'est souvent mes interactions avec d'autres personnes et ce que je perçois. C'est pas forcément ce que les gens disent, mes perceptions. Je crois que je suis quelqu'un d'hypersensoriel et quelqu'un qui a la perception un peu trop ouverte, et que je perçois les choses, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais au niveau moléculaire, quoi. Les simples interactions, des fois, je perçois comme des choses qui m'agressent, en fait, alors que tout a l'air clean, tout a l'air propre, tout a l'air... Mais ma perception, comme si oui, je le sens à l'état moléculaire, je sens pas bien, et puis... Voilà, puis ça se règle dans ma tête. Et puis quand je rentre chez moi et je pense à ma journée, et là, mes perceptions, c'est ce qui me... c'est mon plus dark side, s'il faut le dire, quoi. Ouais. Et souvent, mes perceptions sont justes, et c'est ça qui est grave, en fait. Parce que j'ai mis le doigt dessus. Et quand je mets le doigt sur quelque chose et que j'ai perçu ça, hein, et là commence l'investigation pour savoir est-ce que cette perception, elle était réelle. Et aujourd'hui, dans ma vie, dans tout ce que je fais, c'est motivé par cette perception. C'est triggered et jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais mis sur une fausse route. Jamais. Donc, dans la vie d'adulte, j'ai des réunions avec des chefs d'entreprise, etc., avec 4 ou 5 personnes. D'un coup, le truc arrive. Je perçois qu'il y a un problème que personne ne veut dire, que personne ne veut mettre les mots dessus. Et là, je perçois ça, hein, et là, je commence à poser des questions au fur et à mesure. Et à un moment, boum, quelqu'un finit par dire « Ouais, mais il y a un truc qui m'a toujours dérangé, c'est ça, ça, ça. » Et dans ma tête, je dis « Yes, you've earned your day. » Et c'est ce processus entre la perception, c'est pas que j'ai la perception de quelque chose et que j'agis tout de suite. Non. S'il y a ce petit à petit, comment est-ce que de cette perception, comment arriver à quelque chose qui est dit, qui est réel. Donc c'est important pour toi le fait qu'on puisse dire le non-dit? Oui, c'est super important.
d'avoir les mots justes surtout et d'avoir les mots justes. Pas juste dire pour entrer en conflit, mais dire pour justement avoir sa place dans le monde, avoir la place dans le groupe dans lequel on est, avoir sa place. Alors, justement, là, c'est ta place. Bon, tu es une personne de parole, ça c'est assez clair. Et tu dis trouver sa place dans le monde. Donc, un des mots qu'il y a aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance. Alors, est-ce que tu as trouvé ta place? J'ai trouvé ma place dans la croisée. Tu sais, là où on coupe banane. Mais il faut surtout pas traverser ça. C'est coupe banane et na coco et na conf. La tête coque. Ma place. Comme si... Non, je dis ça pour que les gens imaginent cette croisée qu'on n'en trouve plus, quoi. Ah ben, il faut que tu viennes près de chez moi. On en trouve encore. OK. En fait, ma place, en fait, c'est un croisement. Je te parlais du test ADN. Je suis quand même assez déstabilisée. Et je crois que personne n'a une place. Aujourd'hui, si on devrait dire quelle est ma place dans la société, quelle est la question qui mènerait à avoir la réponse? Ma place dans la société, c'est là. Cette question-là n'existe pas forcément. Je crois qu'à différents moments de ta vie, tu occupes une place. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en évolution, c'est quelque chose qui change. Il y a très peu, à part ma famille et quelques amis proches, les personnes, la vie professionnelle, tout ça c'est en mouvement chez moi. J'ai un socle et tout tourne autour de ce socle. Il n'y a pas ma place. C'est, en fait, je ne me vois jamais seule. Je me vois au sein d'une famille et d'un groupe d'amis proches. Et à partir de là, ben voilà, la croisée là a commencé. Mais je ne me vois pas électron libre. Parce que je reviens toujours à cette source, à ce socle-là. Je reviens toujours à différents moments de ma vie. Il y a une espèce de force qui m'attire et qui me fait revenir à des valeurs, ça peut ne pas être les personnes, mais des valeurs, à des histoires, à ce socle-là. Je crois que je suis bien grounded dedans. Par exemple, mais j'ai grandi à Camp-le-Vieux et souvent, donc, les personnes de la rue, ma rue, quoi, mes parents habitent toujours. La dernière fois, j'ai discuté avec une dame qui est plus âgée que moi. Et elle me vouvoyait. Elle m'a toujours tutoyé. Et puis, je regarde, je dis, mais où peut vous voir moi, là? Il dit, moi, oui, c'est puis qu'il faut que vous voyez moi. Il dit, moi, non, mais vous connaissez un grand du monde. Hein? Qui dit ça? Il dit, qui était un grand du monde. Il dit, moi, non, on trouve vous dans le journal, nous dans la radio. Je dis, non, pas ça, veut dire, mon grand du monde, connaît, mon parent reste là, mon grand dilemme, on toujours que ça, ou moi, pour vous voyez ou pas vous voyez, moi. Comme si, et puis, je marchais, je faisais 2-3 pas et je discutais avec des jeunes qui jouaient au domino, là, dans le coin de la rue. Et puis, je me suis assise sur mes jambes, là, parce qu'on s'assied comme ça, en bord de la rue.
Et là, tout le monde qui passait dans la rue me regardait d'un air et tout ça. Je me suis dit, OK, maybe that's not something that you should be doing. Donc, tu te lèves et tu pars. Après, je me suis dit, mais non. Et donc, la conversation dans ma tête est intense, là. Et je discutais après. Après, j'ai eu une super discussion avec. Et puis, je suis partie. Et en rentrant chez moi, d'un coup, l'environnement change et tout ça. Et je me suis dit, j'appartiens à ce milieu. On peut très bien faire des sauts dans l'échelle sociale, avoir d'autres environnements dans lesquels tu blossomes, quoi. Tu peux très bien parler être dans n'importe quel environnement, mais si je dois retourner à un lieu où je me sens secured, où je sais qui je suis et que l'on puisse me connecter à ça, c'est dans le milieu ouvrier, c'est où j'ai grandi. Et ça c'est mon socle. C'est-à-dire que dans la manière dont je me représente le monde aujourd'hui, ça commence avec un ouvrier, qu'est-ce que ça lui ferait? Et je crois que c'est une grosse source d'angoisse. Le décalage entre d'où je viens et qui je fréquente aujourd'hui. Je ne dois pas me sentir coupable. J'ai pris des années à ne plus me sentir coupable. Maintenant, je l'assume. C'est que c'est beaucoup, je ne peux pas mettre de mots justes dessus. C'est la conversation avec ma fille qui me dit qu'elle ne peut pas inviter la voisine de ma mère avec qui elle a l'habitude de jouer à son goûter d'anniversaire. Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit mais elle va pas être à l'aise et on ne va pas être à l'aise. Je dis pourquoi? Elle me dit elle pourra pas discuter avec nous. Je dis mais tu discutes avec elle. Elle me dit oui, mais elle va pas pouvoir discuter avec mes amis. Je dis mais tu peux faire le lien. Elle me dit non, c'est pas possible. Tu ne l'as pas vu, c'est pas possible. Et comment adresse ça et que ça me met aussi devant mes propres contradictions. Et comment aujourd'hui ma fille est totalement déconnectée. Enfin, totalement non. Parce qu'elle passe beaucoup de temps à Camp-le-Vieux. Mais à Camp-le-Vieux, elle est déconnectée de la manière où moi j'ai grandi dans ce Camp-le-Vieux-là, ou à la Cité-Trèfle. Ben, c'est pas la même chose pour elle. Elle va pas à l'école publique, elle a pas les mêmes questionnements, alors que moi, c'est comme ça que je me représente le monde. Donc déjà, un énorme clash avec elle, même si elle a 9 ans. Et je peux pas lui partager ça, mon vécu à moi, de prendre le bus. Pour elle, c'est la fête quand on prend le bus. C'est la fête. Et marcher dans la rue, faire un tour à Galerie Evershine, c'est la sortie. Tu te vois 15 ans faire un tour dans Galerie Evershine comme c'était... Mais c'est la seule chose qu'on avait à faire. Oui, mais pour elle, c'est comme prendre le bus. Donc, à quel point ma fille est totalement déconnectée de Mais est-ce que c'est pas le propre, justement, des personnes qui sont des passerelles, en fait, qui font le saut, ou qui... Tu vois, ce questionnement, cette dynamique permanente de force qui te tire, mais qui te retiennent aussi. C'est ça qui fait la richesse, je pense, de ton regard, de ton action, parce que presque tu es en train de faire une espèce de quadrature du cercle.
Terrible, oui. Tu prends ça Ouais. et en même temps, c'est ça qui Ouais. pose ce que tu es, mais tu es quelque chose de différent de ça. Tu as pu aussi sortir de ça pour devenir quelque chose de nouveau. Hmm. Mais tu vois, dans cette volonté de te mettre dans des boîtes, Ça, c'est bien, les mots, ça. Étiquette. ouais. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre si on essaie de me mettre dans une boîte et d'expliquer ma boîte. Que ce soit dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, je ne peux pas expliquer. Mais est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce que Non, mais il y a... la boîte est dans le regard de la personne? C'est Mais est-ce ça. qu'elle doit être dans toi? Mais tu es confronté parce que tu ne vis pas en vase clos. Parce que des fois, moi, ça m'amène à cette réflexion de, OK, qui tu es devenu, ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible si j'avais choisi telle chose à telle époque? Si je ne t'avais pas rencontré, par exemple, allons prendre cet exemple. Si je ne t'avais pas rencontré, il y a toute une série de personnes qui sont très importantes aujourd'hui pour moi que je n'aurais pas rencontrées. Mais la vie est faite de ça. Justement, et si par exemple j'avais décidé de ne pas aller jouer à la Havana, ben, il y a toute une série. Si mon père n'avait pas décidé de me donner 3/4 de son lump sum en 98 pour que j'aille faire mes études, il y a toute une... C'est comme si il y a eu un agencement de situations et de rencontres qui ont fait que j'occupe cette place-là aujourd'hui. Et que ce soit en politique, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie artistique. Quand à 16, 17 ans, j'ai cette réflexion, mais vraie réflexion sur la langue créole, et que quand je vais faire mes études, je vais faire la littérature française pure et dure, là. 16e, 17e, 18e, rien de langue créole. La gare de Michard. Oui, la gare des Michards, justement. Et un jour, dans un couloir, je croise dans un cours qui était horrible, qui s'appelait Praxématique. J'entends la voix magnifique de Carpana Marimoto. Si je n'avais pas croisé ce prof, jamais j'aurais été intéressée par l'analyse des textes créoles, alors que j'écrivais déjà en créole et que j'adorais les textes du groupe Abin avant la période Timor-Mythe. Et tu vois, c'est une constellation de rencontres et j'ai grab. Et c'est en fait, quand la chose arrive, je me dis, pénaguet divan derrière, à gauche, à droite, en bas, là, foncez. C'est quand le directeur général de Pressigraphe me contacte pour me dire, j'ai une idée de job qui n'existe pas à Maurice et dans l'océan Indien. Je réfléchis à beaucoup de personnes qui auraient pu faire ce job et j'ai pensé qu'à toi. À ce moment-là, j'avais un boulot. Mais alors là, aujourd'hui, comme si c'est le plus en sécurité qui existe, j'étais lecturer au MAI et je sens quoi, ma perception, comme si tout mon corps vibre en me disant, fais ça. OK, l'instabilité financière, et on est en plein dedans et tout ça. Et je vais être happiness manager dans une imprimerie. Et les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent? Tu as 2 masters, et tu vas travailler dans une usine. Tu quittes un boulot comme le MAI, comme in the academia. Tu es universitaire, quoi. Tu étais à la chambre de commerce, comme si il
Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es en train de descendre dans l'échelle, la chambre de commerce, tu vois, c'est le temple. Et puis le MAI, le secteur public, et puis une usine. Je ne pouvais pas me mentir à moi-même. C'était une expérience en tant qu'anthropologue. C'était extrêmement important pour moi pour revenir sur Terre, pour remettre les pieds dans ce milieu ouvrier. Parce que ce qui m'intéresse dans le Happiness at Work, justement, c'est est-ce qu'on peut parler de bien-être et de bonheur dans le milieu ouvrier? Ce milieu d'où je viens, quand on a des casseroles, quand on a des business éthiques, quand lundi, l'éco-oreiller, lundi, cordonnier. Est-ce que tu peux et comment tu le fais? Parce que ça peut exister. La masse ouvrière à Maurice, c'est la plus grande portion de la population. Donc, il y a ce truc qui, à chaque fois de mon existence, c'est comme faire de la politique. J'étais à Précigrave, je gagnais très, très bien ma vie. Et il y a la campagne électorale de 2019. C'est la première fois que je vais en parler dans un podcast, là. Et je vais voir le directeur de Précigrave et je lui dis, écoute, j'ai une mission. Et là, les gens autour de moi me disent, écoute, tu vis seule, tu as une fille, tu as une maison, tu as des charges. Tu te lances dans quelque chose qui, tu ne sais pas, je dis, écoute, j'ai 6 mois d'économie et je vais m'en sortir. Mes parents, ils font une attaque, quoi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Gueule! Et puis, par contre, j'ai des amis aussi qui me disent, on ne sait pas comment tu vas te faire, mais tu vas t'en sortir. Et moi, il n'y avait que ça que j'entendais. Tu as 6 mois d'économie, fair enough. On est quand même en novembre 2019. On n'a pas encore la pandémie. Et puis, j'avais 6 mois d'économie. À la limite, je ne sais pas, j'ai 2 masters, quoi. À la limite, je fais un aquarium, je vais mettre des crêpes salées dedans, je vais à la gare de Rosille et j'ai pas honte pour faire ça. Parce que justement, je viens du milieu ouvrier. Je peux aller vendre des gâteaux quand j'étais jeune. Mes parents et moi, on avait mis des tamarins dans des sachets en plastique et moi, je fermais les sachets et on allait distribuer dans toutes les tabagies de Rosille, quoi. C'est pas de problème. Et puis, il y a eu le confinement. Et puis là, j'ai compris qu'est-ce que la résilience. Là, je me dis, premier, on va dire, coup de vent et de cyclone de ma vie, c'est à partir de mars 2020. Parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais était vraiment dans le feu de l'action et je savais, j'avais une visibilité toujours parce que j'avais toujours un boulot fixe et je pouvais explorer tout ce qu'il y avait autour. Là, j'ai concentré tout ce que je sais, ce que je peux faire dans une proposition de business. Et il y a le confinement. Et il y a le Covid. Et là, c'est premier coup de vent, cyclone, tsunami, quoi. Comment est-ce que je mets tout ça en place? Comment est-ce que je réorganise ma tête? Comment ça a pris facilement 6-7 mois de se dire OK, je suis dans la merde, mais tout le monde est dans la merde. Lis un maximum, apprends, analyse les situations. Et puis offre tes services aux entreprises. Concrètement, on est en août 2021. Je ne sais pas comment j'ai fait depuis mars 2020. Mais justement, pendant le confinement, j'ai fait des vidéos de Ravane pour Made in Maurice. Parce que j'ai fait 9 ans ou 10 ans de cours à la chambre de commerce et que tu me dis n'importe quelle matière, je plug in et je fais. Donc, j'ai pu faire des cours online. J'ai rencontré des superbes, des startups, oui. Et si justement, j'avais pas choisi une voie, j'aurais été dans la merde. Si j'avais choisi une voie, j'aurais été dans la vraie merde.
c'est parce que je peux faire beaucoup de choses. Que X m'appelait pour ça, Y m'appelait pour une traduction de créole, Z m'appelait pour du copywriting, des cours en ligne. Et c'est cette polyvalence qui, aujourd'hui, me fait être résiliente et qui m'a permis jusqu'à maintenant, là, de traverser ces temps incertains. Alors, justement, peut-être... pour terminer sur ces temps incertains, un des premiers mots que tu as choisi, c'était inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Quand est-ce que tu as besoin d'inspiration? D'ailleurs, inspiration, est-ce que c'est inspiration artistique? Est-ce que c'est inspiration, expiration? Inspiration. Non, moi, c'est inspiration, c'est prendre. C'est vraiment inspirer. C'est... les deux faces du mot, en fait, quand j'ai un texte qui fait ça, casse mon respiration pour azite l'inspiration. Et j'en crois que c'est l'inspirer, être inspiré, alors que ça coupe ma respiration et ça me fait prendre de l'inspiration, comme si... Inspirer, sentir l'oxygène passer dans ton corps. Pour moi, en premier, c'est ça, inspirer. C'est prendre ce qu'il y a littéralement en termes d'oxygène. Et inspirer, c'est prendre aussi ce que tu vois via tes sens, via ce que tu as touché, via ce que tu as vu, ce que tu as goûté, ce que tu as entendu. Et ça, j'ai besoin de ça tous les jours. D'inspirer, là. Je devrais pratiquer le yoga, mais c'est boring. Sorry. C'est très boring. Je peux pas. Donc, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, le yoga, c'est la méditation, tout ça, c'est juste sur ta respiration. C'est la manière dont tu inspires et tu expires. Donc, le matin, j'inspire, voilà. Mais aussi, j'ai besoin de ces moments comme là, je suis assise et je n'arrête pas de regarder la montagne du Pouce. Et j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de nature, j'ai besoin d'arbres, il y a un moment de la journée. Donc, partout dans les maisons où j'ai loué, il y a une place que je mets une table et je vois la fenêtre. Et je fais en sorte que j'ai la table là, une chaise, parce qu'il y a un moment de la journée, c'est-à-dire 4h30, 5h30 en hiver et 6h en été. Tu as une couleur, tu as une mélancolie, tu as la lumière du ciel, les derniers rayons de soleil, les oiseaux qui vont se coucher. Tu as une couleur, comme si ça me met dans un état, je peux même pas expliquer ça. Je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer. Ça me met dans un état de fébrilité, de mélancolie, d'excitation, juste à ce moment-là de la journée. Et ça, c'est mon inspiration. Merci, Dani. Merci, Shakti. J'espère que cette écoute pourra nourrir votre réflexion, adoucira votre regard sur celle qui vous entoure et surtout vous donnera envie de croire en vous. Merci, Daniela, d'avoir partagé cette heure avec moi. Femme Palab est produite par l'Époque Studio avec le soutien de l'IFM, l'Institut français de Maurice, que je remercie et grâce à qui cet épisode a pu voir le jour. Rejoignez-moi sur notre page Instagram Femme Palab. J'adore lire vos commentaires, vos idées, vos coups de cœur ou vos coups de gueule parfois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Daniela invitera Joanne Chavry, sa femme Palab.